Voilà. Alors merci Bertrand Leclerc, François Pellegrin et Florian Kerbach d'être avec nous. On a préparé cette conférence. Alors peut-être on peut commencer par un petit tour de table de présentation, peut-être pour vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites. Qui est-ce qui veut commencer, Bertrand? Allez, donc Bertrand Leclerc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Donc voilà, moi je travaille au sein de l'association Qualitel, qui œuvre pour la qualité du logement depuis près d'une cinquantaine d'années. Et voilà, je vais vous parler, puisque je suis de près depuis quelques années le dossier du carnet numérique du logement. Vous verrez que ça n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, je vous en dis pas plus, à suivre. Ah, c'est un teaser. Florian, alors peut-être pour la PC. Bonjour à tous. Donc, Florian Kerbach, je suis chargé de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, c'est l'agence locale de l'énergie de la ville de Paris. Et nous, on accompagne les Parisiens. Notre gros chantier, c'est l'accompagnement de la rénovation des copropriétés à Paris, mais aussi à l'échelle de la métropole. Et on porte un projet de création du référentiel DTG. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Merci Florian. François. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien, François. Parce que je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais moi, de temps en temps, j'entends un mot sur trois. Ah ben nous, on vous entend un mot sur un, donc c'est parfait. Oui, mais quand vous parliez tout à l'heure, j'entendais un mot sur trois. Je suis le seul, je ne sais pas. Moi, ça allait, j'entendais correctement. Ça marche. C'est bien aussi. Ouais. Bon, donc on vient de parler du carnet numérique d'entretien. Je pense que ce carnet numérique prend sa source avec l'élaboration du maquette numérique, donc autant la faire le plus tôt possible. Elle servira pendant toute la chaîne de concertation, conception, réalisation et ensuite exploitation du bâtiment. Voilà, donc vous êtes architecte et spécialisé, François, vous avez fait une de vos spécialités qui est le BIM. Non, pour moi, ce n'est pas une spécialité. J'utilise les outils du moment et j'essaie de réfléchir aux outils qui seront plus utiles demain. Donc, le BIM en fait partie. Mais je ne veux pas être architecte spécialisé du BIM. Je suis architecte point barre et j'utilise les bons outils du bon moment. Oui. On voulait, François, d'ailleurs, pour commencer cette table ronde, je crois que vous aviez une petite démo à nous faire sur la maquette numérique, parce que finalement, le BIM, peut-être on peut le présenter rapidement, ce que c'est qu'ESACO, parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Notamment, maintenant, dans le neuf, c'est quelque chose qui est bien compris, en tout cas, mais dans la rénovation, c'est pas encore complètement utilisé à 100%. Vous pouvez peut-être partager votre écran, comme ça vous pourrez nous montrer une maquette numérique. Oui, alors je regarde laquelle je vais vous montrer parce que j'en ai plein sur mon… Si vous voulez, on le… Voilà. Alors, on avait d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'année dernière, de la même manière, en vraie vie, partagé votre tablette à l'écran. Donc en bas, vous avez partagé l'écran. C'est un bouton. N'allez pas trop vite. Hein. Et ensuite, il va vous dire iPhone. Après, il va vous chercher iPad via câble. iPhone, iPad. Voilà. Et normalement, ça va le faire. Voilà, vous avez lancé le partage. Après, il faut appuyer sur le bouton partager. Hein. Oui. Voilà, on y est. Donc, ici… Alors, c'est pas encore… Voilà, c'est partagé pour nous. Hein. Oui, c'est bon. Donc, voilà, ici, c'est une représentation en 3 dimensions d'une copropriété. L'intérêt de cette modélisation, c'est que ça me permet d'aller de la cave au grenier, voir quelques points singuliers. Ça me permet d'aller zoomer sur un élément, d'en tirer une information. Ça c'est un bâtiment, c'est une rénovation celle-là. Hein. Oui. Donc voilà, donc je saisis le bâtiment. Alors, c'est un peu de travail qui va être amorti après sur la durée de l'opération, surtout si elle va jusqu'au bout. Mais vous voyez, par exemple, j'ai saisi des fenêtres. Bon, elles ont leur pédigré et ces informations vont être partagées d'abord avec le thermicien quand on va faire
diagnostic global, les calculs énergétiques. Elle va être partagée avec le menuisier quand on va chercher à changer les fenêtres, avec les habitants d'abord, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir peut-être des fenêtres des ouvrants à la française, aussi le battant ou autre. Donc, toutes ces informations, on peut les consigner au moment des choix, et c'est d'ailleurs ce qui constitue une partie du carnet numérique d'entretien. Donc, voilà, c'est un outil qui permet d'accompagner la compréhension, enfin la copropriété dans la compréhension du projet, aller voir un point singulier. Là, je vous ai pris une maquette qui est assez simplifiée, mais une maquette beaucoup plus riche et beaucoup plus importante en données. Tout ça, ça repose sur comme vous voyez là, sur un iPad. Où on peut les collectionner à outrance. Là, j'ai quelques-uns de mes projets. Je vais aller chercher Super Montparnasse, qui était toujours une copropriété, j'y étais parce qu'on l'a rénové, une copropriété de 273 logements à Paris, et sur lequel on avait fait cette maquette dès le début pour que tout le monde comprenne bien. Parce que quand c'est une tour comme ça de 100 mètres de haut, les habitants ne montent pas tous les jours pour aller voir un point singulier qui était par exemple, il y a une piscine sur le toit, et qui était par exemple le traitement de ces consoles arrondies en béton. Voilà. Donc cette maquette nous a servi à aller détailler des points, regarder comment ça allait être fait, même montrer aux habitants ceux qui ne savent pas. Là, le toit est équipé par un solarium et une piscine, donc ça va, mais dans beaucoup de copropriétés, où qu'elles soient, les gens ne montent pas et ne monteront jamais sur le toit, parce que ça peut être très dangereux. Or, quand on leur dit, voilà, il y a tel détail, telle d'étanchéité, telle dépense, ils ne comprennent pas. La maquette leur permet de comprendre la simplicité ou la complexité d'une intervention pour l'entretien et la maintenance future. Et vous voyez sur cette maquette, vous avez plusieurs fenêtres de plusieurs couleurs. Ce n'est pas parce qu'elles sont rouges dans la réalité, simplement c'est qu'on avait fait des codes couleurs pour justement dire que cette fenêtre-là, elle est à 30 dB d'affaiblissement acoustique, celle d'à côté est à 35 dBA, parce que grâce à la maquette, on a pu proposer aux habitants des choix personnalisés. On avait proposé 2 types d'affaiblissement acoustique, 3 types d'ouvrants et 3 types de couleurs intérieures du châssis. C'est après que j'ai calculé que ça faisait une combinatoire de plus de 14 000 cas. Mais enfin, ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'on pouvait mémoriser ces choix et faciliter la vie de l'entreprise et de l'habitant, parce qu'il pouvait confirmer ses choix, et ensuite, évidemment, en hériter dans le carnet numérique d'entretien. Donc là, pareil, je vais pouvoir aller me promener de la cave au grenier et faire comprendre plein de choses que l'habitant ne comprendrait pas forcément si je lui montre des plans. Vous voyez, forcément, l'architecte, il s'exprime avec des plans. Alors, on marque sur ces plans plein de choses, mais pour l'habitant, ce n'est pas forcément très limpide. La flèche bleue, c'est une entrée d'air. Là, on voit des isolants de différentes épaisseurs. Ce n'est pas toujours… Je visualise cette maquette dans l'univers 3D. Eh bien là, l'habitant va s'y retrouver. Il est sur son balcon, il va comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, les épaisseurs d'isolant, qu'est-ce que ça va réduire en termes d'usage. Voilà. Donc, toute cette mise en situation 3D aide à comprendre le projet. Quand on a simulé les différentes peaux, puisqu'on a revêtu cette tour d'isolation par l'extérieur, bien sûr, plus d'un bardage aluminium, il y a plusieurs textures, plusieurs matités, plusieurs couleurs possibles. Tout ça s'est vu aussi avec la ville de Paris, avec les archers des bâtiments de France, les archers du patrimoine du XXe siècle. Enfin, cette tour était très surveillée, très regardée, puisque son auteur d'origine est un illustre architecte qui s'appelle Bernard Zerfus. Eh bien, la modélisation nous a permis d'aller simuler plusieurs couleurs, plusieurs textures, plusieurs calpinages. Le calpinage, c'est la façon dont on va les cassettes qui pouvaient être soit à l'horizontale, soit à la verticale. Voilà. Donc, un outil qui est quand même un outil de compréhension du projet. Et bien sûr, l'entreprise l'a eu aussi quand elle a dû commencer le chantier, même avant, pour faire son offre. Donc, elle pouvait hériter de maîtrise, elle pouvait savoir combien faisait cet élément, etc. Voilà. Donc, dites-moi, François,
Non, François, on va continuer encore quelques minutes. Pour faire un bâtiment comme celui-là, je vois d'ailleurs où il se trouve à Paris, il est long de la voie Ouais. SNCF, à côté de Montparnasse. Pour un bâtiment comme celui-là, est-ce que c'est vous qui avez fait les relevés? Combien de temps il faut pour faire les relevés? Parce que c'est un travail colossal sur ce bâtiment, parce que c'est fait à la fois l'extérieur, l'intérieur. Alors, quelquefois, quelquefois, ça peut être moins coûteux de faire une tour de 273 logements et de 30 étages qu'un petit R+3 dans une parcelle parisienne tordue avec voilà, aucun étage courant. En l'occurrence, là, il y avait des faux étages courants parce que les étages ne sont pas les mêmes, il y a des petites subtilités. Ben, ça prend un petit peu de temps. Donnez-nous une idée. C'est en Bon, jour homme, c'est quoi? C'est un mois de travail, 2 mois de travail? non. Quand une équipe est bien rodée et qu'on a des plans. Alors moi, je dis toujours à la copropriété, ma maquette a la précision des plans que vous m'avez donnés. Hein. Si vous m'avez donné des plans qui sont faux, ma maquette sera fausse comme les plans que vous m'avez donnés, mais elle sera conforme aux plans faux. Ah oui, oui, parce que vous êtes Soit parti vous des faites plans. passer Hein. un géomètre partout, soit vous faites pas un géomètre partout. Et ça, on sait ce que ça coûte. Ça peut coûter cher. Et donc, voilà, il y a la question du support. Qu'est-ce qu'on nous donne comme support? Après, modéliser, ça peut aller entre, je sais pas, 5 jours et 15 ou 20 jours selon la complexité du sujet. Mais il faut voir le service rendu ensuite Ouais. et pendant toute la durée d'exploitation de la maquette. Donc, c'est vrai que ça a un coût, il ne faut pas le nier. Et voilà, il faut raisonner sur la durée. Et moi, je dis toujours, au lieu de parler du surcoût du BIM ou de la maquette numérique, parlons du surcoût de l'inexistence d'aucun document graphique fiable. Ouais. On voit tous les jours aujourd'hui. Quel est le problème d'une copro? C'est elle veut faire des travaux, elle va dans ses archives, elle se rend compte qu'elle n'a rien. Bon, ça a un coût de rien avoir. Voilà. Donc, c'est vrai que constituer cette maquette a un coût, mais ne rien avoir coûte encore beaucoup plus cher. Oui, donc ça permet aussi de prendre des décisions. Je continue, on va revenir à vous, François, sur ce sujet. Je vais couper le partage, voilà, pour qu'on soit en discussion. Si on regarde Florian, pour vous avez travaillé sur un autre sujet mais qui est presque complémentaire, qui est le DTG. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce qu'est le DTG, diagnostic technique global? Oui, effectivement. Le diagnostic technique global, c'est du coup un document, un diagnostic qui est imposé par la loi Allure depuis 2014, qui est imposé pour mettre au vote pour toute copropriété, mais qui n'est pas, on va dire, obligatoire de réaliser, hormis dans certains cas. C'est un document qui est, on va dire, cadré par le Code de la construction et de l'habitat, mais qui est cadré par un petit bout de papier très succinct et qui nous pose problème à nous. Pourquoi? Parce que on trouve ça dommage parce que c'est un outil qui permet de lancer un vrai projet de rénovation global. Et étant donné que ce diagnostic est très peu cadré, on voit vraiment tout type de résultats, tout type de diagnostic qui est fourni aux copropriétés. Ouais. C'est fait dans quel type aujourd'hui? C'est surtout réalisé sur les gros bâtiments, finalement, des petits bâtiments, les DTG sont jamais réalisés. On voit un peu de tout. Justement, le but pour nous, ce serait que le DTG puisse être réalisé pour tout type de copropriété, c'est-à-dire selon l'âge de la copropriété ou la taille. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit plus que c'est les grosses copropriétés qui se financent ce diagnostic, étant donné que leur reste à charge est moins important. Donc, c'est plus compliqué pour effectivement les petites copropriétés. Oui, parce que l'audit énergétique est une grosse partie finalement de ce DTG aujourd'hui. L'audit énergétique, normalement, effectivement, est intégré à ce DTG, donc soit un audit quand on est dans l'obligation de le faire, donc pour tout immeuble de plus de 50 lots en chauffage collectif, ou DPE quand on est sur du collectif, mais à moins de 50 lots. On a donc, depuis début 2019, avec l'ARC,
fait un constat, donc l'ARC, l'Association des responsables de copropriété, fait un constat sur ce DTG. Enfin, pour être exact, 5 constats. C'est-à-dire qu'on a vraiment une variété importante de professionnels qui réalisent le DTG, des bureaux d'études thermiques, des bureaux de contrôle, des diagnostiqueurs, peu de groupements qui réalisent. On a donc vraiment des cœurs de métier très différents. On a des devis qui sont peu détaillés, donc on a peu de visibilité pour les copropriétés. On a des prix donc qui vont du simple au quadruple, ce qui crée de la défiance vis-à-vis des copropriétés. Et on a un gros problème des DTG qui sont réalisés sans volet énergétique. Parce que dans le code de construction et d'habitat cadre ce DTG et impose un audit énergétique ou un DPE, mais uniquement pour les immeubles qui sont soumis à obligation. Donc ça pose un vrai problème. Et dès lors qu'il y a des travaux de rénovation qui sont votés, si on n'a pas un DTG avec un volet énergétique, on ne peut pas embarquer les travaux de rénovation énergétique. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un référentiel avec le travail d'un groupe de travail depuis début 2019 qui devrait aboutir au mois de septembre pour justement mieux cadrer les choses. Et pour résumer les enjeux, ça va être d'aboutir à un audit, un DTG qui va s'harmoniser avec l'audit global qui existe déjà, qui est poussé qu'on a développé avec l'ADEME, rendre ce DTG accessible pour les petites et moyennes copropriétés, l'adapter à tout type de bâtiment, comme je disais, donc que ce soit des bâtiments des 30 Glorieuses, du bâtiment d'avant 48, etc. Proposer une véritable méthode d'analyse énergétique à la fois pour le chauffage individuel mais aussi pour le chauffage collectif et proposer des moyens, une méthodologie concrète sur le DG qui n'existe pas aujourd'hui. Oui. Voilà. On peut imaginer que du coup cette méthode elle serait applicable puisque vous avez un périmètre d'action qui est parisien, mais est-ce que cette méthode serait applicable France entière? Ça serait le but. Nous, déjà, on veut porter ce projet-là au niveau métropolitain, au niveau de la métropole du Grand Paris. On est, grâce au coach CoPro, on est en partenariat avec un certain nombre d'agences locales de l'énergie sur la France. Et effectivement, nous, on veut dépasser le côté législatif et créer cet outil pour justement aller plus loin. Mais effectivement, ça serait une bonne chose que ça soit partagé au niveau national. Oui, on peut imaginer qu'il y aurait une explosion quand ces travaux sont terminés. Il y aurait une explosion de nombre de DTG finalement. C'est ça l'objectif. Oui, enfin le but c'est justement de provoquer une explosion du nombre de travaux et par justement les bonnes pratiques via ce DTG. Parce que nous on a la conviction que c'est un outil vraiment avec un gros potentiel, comme l'audit global, et que c'est la meilleure manière de lancer un projet, c'est de faire un vrai état des lieux et des vraies préconisations pour avoir un vrai plan de route sur les travaux à faire sur son immeuble. Oui, parce que dans ce DTG, il faut aussi prévoir l'argent que doit mettre la copropriété de côté tous les ans pour réaliser les travaux d'entretien normaux. Oui, effectivement. C'est ce qui manque aujourd'hui sur l'audit global, c'est qu'on n'a pas vraiment. Alors, on a une analyse financière, une ingénierie financière sur les travaux qu'on va préconiser, mais effectivement, on ne met pas tout le temps en corrélation sur le fonds allure qui existe aujourd'hui, on ne fait pas une vraie analyse sur le règlement de copropriété, ce qui pose problème parce que bien souvent, il y a des choses qu'on doit pouvoir anticiper, il y a des points de blocage sur le règlement de copropriété, des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, avec ce DTG, on doit essayer de passer en revue toutes les contraintes juridiques, financières du projet pour vraiment préparer au mieux le projet et pas se retrouver à perdre 1 an, 2 ans sur des choses qu'on n'aurait pas anticipées. Oui, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le fonds travaux, hein, c'est ça, c'est mettre de l'argent de côté, qui est déjà, il y a un minimum qui est défini dans ce fonds travaux. C'est 3%? Non, c'est pas ça le fonds travaux, oui, ou 5%, je ne sais plus exactement, mais ouais, effectivement. Donc c'est un outil intéressant, ça, on ne doit pas se limiter à ça pour préparer un projet de rénovation.
Mais effectivement, ça doit être abordé auprès des copropriétés parce que la meilleure manière de préparer un projet, c'est de provisionner. Donc, Il y a Guillaume qui est avec nous, qui nous dit c'est 5% du budget. Merci 5%, ouais. Guillaume. Voilà. François, vous vouliez préciser quelque chose? On va arriver à Bertrand. Oui, non, mais l'importance de ce DTG, de ce regard global, on s'est trop arc-bouté sur les questions, focalisées purement sur les questions thermiques depuis, notamment avec le diagnostic purement énergétique, qui, on le constate tous les jours, est un frein à l'action. Ce diagnostic qui fait ressortir des temps de retour odieux qui donnent les meilleurs prétextes à ceux qui veulent pas bouger, et ils sont souvent majoritaires dans une copro, pour rejeter l'idée d'amélioration. Or, ce qui intéresse aujourd'hui, et le confinement nous l'a montré, c'est quand même les problématiques de santé, de qualité de vie, de sécurité, et aussi, on oublie souvent la valorisation patrimoniale. Seul un diagnostic global, architecte, thermicien, ingénieur financier, permet d'avoir une approche qui offre à la copropriété une panoplie de scénarios, et c'est elle qui va prendre après les décisions. Mais ça ne sera pas que de la thermique. La thermique sera bien sûr embarquée, mais il y aura bien d'autres choses qui seront embarquées. Et surtout, on va leur dire, attention, si vous ne faites pas ça, vous risquez ceci, par contre, vous pourriez faire ça et valoriser votre bien. Voilà. Donc oui. Cette approche globale, elle est absolument incontournable et il est temps de la mettre en place et de la généraliser partout en France. Oui, avec des risques, effectivement, si c'est pas bien anticipé, d'avoir des sommes très importantes à dépenser parce que le bâtiment sera mal entretenu. Alors, on a regardé, là, finalement, Florian, votre propos était sur les bâtiments, on est presque sur l'ensemble du bâtiment, hein, et c'est parties communes. On peut faire même maintenant un focus avec vous, Bertrand, sur le carnet numérique du logement. Finalement, là, on était, c'était presque c'est pas le DTG dans le logement, mais enfin presque. Il y avait des données. On en est où alors de ce carnet numérique? Oui, merci Xavier. Même si ce qu'on appelle le carnet numérique du logement, en réalité, en effet, il concerne le logement, mais il concerne également le bâtiment. Donc, c'est vrai que par simplification de langage, par raccourci de langage, on parle du logement, mais c'est le logement plus bâtiment, il faut avoir ça à l'esprit. Je disais en introduction que ce dossier n'était pas un long fleuve tranquille parce que, en effet, on a eu une petite surprise en fin d'année dernière lorsque le Conseil d'État a rejeté en fait le décret d'application de la loi Elan qui devait voir appliquer ce carnet du logement. Donc, je pense que notamment via la démonstration que François Pellegrin a fait tout à l'heure, son utilité, et j'espère le démontrer aussi par mon intervention, est assez évidente pour certains, en tout cas pour les professionnels qui ont bien compris le potentiel du dispositif, mais en tout cas pour le législateur, à la surprise de beaucoup, il a considéré en fait que le dispositif en l'état était anticonstitutionnel et du coup, voilà, l'obligation réglementaire d'un carnet du logement tel qu'il a été prévu ne verra pas le jour. C'est une certitude en ce qui concerne la loi Elan. En revanche, petite lueur d'éclaircie à l'horizon, la DHUP, donc la délégation urbanisme et habitat pour le compte du ministère du Logement, planche sur un nouveau dispositif qu'ils ont baptisé le carnet d'information du logement, pour essayer de corriger le caractère anticonstitutionnel que le législateur a trouvé, pour faire un dispositif un peu plus léger et qui s'applique aussi bien au neuf qu'à l'existant, et tout ça à partir du 1er janvier 2022. Voilà. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les contours précis de ce dispositif, mais à horizon 2022, on devrait voir sortir le carnet d'information du logement. Voilà, donc. Oui, c'est le carnet numérique qui revient sous un autre mot, hein. Oui, moi, on peut le traduire comme ça, tout à fait, en essayant de corriger ce qui a bloqué pour la validation de l'ensemble du dossier. Ce que je veux ajouter, c'est que chez Qualitel, on est convaincu, comme beaucoup et comme les propos de ce matin le montrent, de l'intérêt et du besoin d'informations qui existent majeurs, aussi bien pour les professionnels du logement et du bâtiment que pour les particuliers,
que ce soit le propriétaire ou l'occupant d'un logement. Donc, besoin d'informations extrêmement larges. On parlait par exemple des plans d'un bâtiment qui sont pas toujours à jour lorsqu'ils existent, lorsqu'ils n'ont pas été égarés dans la nature de la vie, de la vie d'un bâtiment. On peut parler aussi de l'utilisation, de la bonne utilisation des équipements, parfois sophistiqués, parfois complexes à utiliser pour l'occupant d'un logement, lorsqu'on parle de ventilation par exemple. Donc voilà, le constat, c'est que le besoin d'informations fiables et de qualité et pérennes dans le temps, il est majeur et indépendamment de l'obligation réglementaire du carnet, ou peu importe comment on l'appelle, il est déterminant et important. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous, Qualitel, sans attendre que les lois sortent et que les décrets d'application sortent, voilà, on lance un outil que nous avons baptisé Cléa, et donc qui va permettre tous les acteurs du logement, particuliers comme professionnels, eh bien, de disposer de cette information. Donc, Cléa, qu'est-ce que c'est? Il y a une dimension de plateforme d'hébergement de données, donc maquette numérique, DTG, plan, notice d'utilisation des équipements, pour quelques exemples des documents des fichiers, puisqu'en pratique on parle de fichiers ou de maquettes numériques que ce Cléa va pouvoir héberger. Et puis toute la partie accès pour que chacun puisse accéder à ces informations. Lorsqu'un architecte, par exemple, vient faire des travaux de rénovation dans une copropriété qui existe depuis de nombreuses années, il va pouvoir accéder à la plateforme pour collecter la donnée, faire ses travaux de transformation, d'amélioration, puis mettre à jour, par exemple, la maquette numérique et redéposer ce fichier actualisé dans le Cléa du bâtiment. Ce qui est très important pour l'efficacité du dispositif, c'est de comprendre que ce carnet qu'on a baptisé Cléa, il est attaché à la pierre, il est attaché au physique, plus qu'à l'individu qui est peut-être syndic pendant quelques années d'un immeuble ou propriétaire pendant quelques années d'un logement, mais qui, voilà, la vie fait que ces propriétaires tournent. Et donc, ce qui est fondamental, c'est que l'information ne se perde pas et survive au changement d'occupant, au changement de propriétaire, au changement de syndic ou au changement de gestionnaire d'un bâtiment. Voilà les grandes lignes du projet. Est-ce que aujourd'hui, je parle à l'architecte François, est-ce qu'aujourd'hui finalement il y a une multitude de données, merci Bertrand de le repréciser toutes ces données, mais il y a une multitude de données qu'on a. On a les données de consommation, Bertrand a décrivé sur le logement et je n'en cite que quelques-unes, les équipements. On a des données aussi, comme on disait, pour le DTG, avec tous les audits qu'on peut réaliser dans le cas de DTG. Puis dans le DTG, il y a aussi tous les diagnostics qui vont dans le DTG, si je me trompe pas. Finalement, et puis on a l'architecte qui a ses plans, et donc finalement il y a une multitude d'outils numériques aujourd'hui. Comment on peut faire converger? Alors j'entends le propos finalement de Bertrand qui dit ce sera Cléa demain qui sera le réceptacle de l'ensemble de ces données, mais est-ce que il y a pas un gros intérêt? Est-ce que tout le monde converge vers effectivement un outil unique qui soit Cléa, et pour que ça fasse gagner du temps, et puis que derrière, on parlait le thème de la conférence, c'est audit et maintenance, mais derrière on puisse avoir une meilleure maintenance et un meilleur entretien des bâtiments. Écoutez, moi je ne connais pas encore Cléa, mais je vais pas tarder. Cela dit, aujourd'hui, comment on marche, nous, que ce soit pour du neuf ou de l'ancien, on utilise une plateforme, en l'occurrence on utilise Croquis, qui est soutenu par le ministère, développé par le CSTB. Qu'est-ce qu'on fait cette plateforme? On collecte toutes les informations du projet, bien structurées, bien rangées, partageables avec qui de droit, en fonction des droits d'accès. Voilà. Donc ça, c'est le b.a.-ba de l'organisation. Et je dis souvent que ces informations, cette maquette numérique, qui sera aussi une pièce à conviction, comme l'étude thermique, elle doit appartenir au bâtiment et à personne d'autre. Ouais. In fine, il faut qu'elle appartienne au bâtiment, parce que si on change de syndic, si les gens revendent leur truc, il faut que ça reste faut gravé quelque part. Alors après, voilà, il faut trouver un support. Donc je pense que
je fais confiance à Qualitel qui a toujours de bonnes idées et de bons savoir-faire pour trouver les bons outils, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est dramatique. Quand on arrive dans une copropriété, la recherche des informations, il faut aller souvent chez le plus ancien habitant qui peut-être a gardé dans sa cave une copie de l'acte de vente où on trouve des plans et des machins. Enfin, voilà. Donc, il faut sortir de ça. C'est vrai que ça a un petit coût de faire cette recherche d'informations, mais comment voulez-vous? C'est comme si on vous demandait de piloter un avion, de conduire une voiture en vous mettant à l'aveugle, sans tableau de bord, sans notice d'entretien, sans ceci, cela. C'est fou de voir qu'on a réussi majoritairement à conduire des copropriétés sans véritable indicateur, sans véritables informations. Et c'est pour ça qu'il y a de temps en temps des moments de panique, et puis qu'il y a aussi des copropriétés qui tombent dans l'aspect dit fragile ou très fragile, dans la spirale de l'échec, parce qu'elles se sont laissées déborder sans prévision, sans indication, et puis tout d'un coup, voilà, les urgences arrivent, il faut remplacer une chaudière, une toiture, un machin, à la mauvaise saison, bien évidemment, dans l'urgence, donc les prix, pas question d'aller faire des négociations qui durent 3 mois, voilà, donc tout ça, ce manque d'anticipation coûte finalement très cher aux copropriétaires. Donc un copropriétaire qui veut bien gérer, il doit capitaliser ces informations, vérifier leur validité et définir un plan stratégique d'entretien de son patrimoine. Ouais. Est-ce que on peut se dire que finalement il y a besoin d'interopérabilité entre ces différents outils parce que finalement on ne pourra pas empêcher qu'il y ait plusieurs outils différents, mais il faut qu'ils communiquent entre eux. En effet, Xavier, que je voulais apporter à ta question, c'est que le mythe de l'outil unique qui fait tout, je pense que plus beaucoup n'y croient. Voilà, le sujet, c'est l'interopérabilité. Hein. Il y aura de toute façon plusieurs outils, de façon, on le sait tous, chacun dans nos métiers respectifs. Et la clé du succès, c'est l'interopérabilité. Et après, techniquement, informatiquement parlant, ça pose énormément de questions et de difficultés de standardisation, de normalisation. Le BIM est voilà, tous les sujets des groupes de travail BIM type Mediaconstruct ou autres, voilà, planchent sur ces sujets de standardisation qui est majeur pour que tous ces outils puissent converser et échanger de la donnée de façon efficace. Ouais. Florian, sur le DTG aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de vos travaux de rendre finalement toutes ces données qu'il y aurait dans le DTG accessibles aux autres outils? Oui, bien sûr, je pense que c'est dans l'air du temps et on n'a pas envie, nous, de faire un référentiel vraiment très simpliste et juste à se limiter à un bout de papier. Nous, on a envie justement de mettre en lien tous les outils intéressants et qui peuvent faciliter le processus de rénovation. Donc à la fois le BIM, le carnet numérique, enfin toutes ces choses-là, nous, on a envie de les partager et de faciliter leur utilisation, très clairement. Donc oui. Est-ce que pour le de toute façon, il faut que ça soit ce référentiel, un référentiel évolutif et pas quelque chose de figé. Oui, parce que votre référentiel, finalement, il servira aux éditeurs de logiciels derrière. Alors non, le référentiel, il servira en premier lieu aux professionnels qui réalisent le DTG, donc à savoir les groupants architectes, thermiciens, syndics, on va dire aussi, parce qu'ils auront aussi un rôle à jouer. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la contribution. On parlait des groupes de travaux BIM. Il y aura peut-être un enjeu à faire, peut-être inclure un référentiel BIM, inclure un référentiel strictement ingénierie financière, etc. Est-ce que au niveau de termes de budget, on peut dire que finalement sur la maintenance, l'entretien et la maintenance des systèmes, d'avoir aussi ces données, ça permet d'être plus économe finalement. Est-ce que c'est un gain pour l'utilisateur final, le maître d'ouvrage? Il me semble que François l'a démontré tout à l'heure. Oui, François. Non, mais alors, si je peux me reconnecter 2 minutes sur partage d'écran. Allez-y, François. Alors, je voudrais montrer que. Quand on a pris goût au partage d'écran sur la visio. Voilà, ça arrive. C'est bon. Il y est là. On voit. C'est bon. Voilà. De la maquette, j'extrais. Mais quand je dis j'extrais,
Tout le monde extrait. Ça peut être le syndic, ça peut être un copropriétaire, ça peut être enfin ceux qui vont pouvoir lire cette maquette, ça peut être l'entreprise. Déjà, ça calme le jeu parce que bien sûr, en France, toutes nos entreprises sont intègres, honnêtes et efficaces, etc. Voilà, quand on va devoir refaire l'étanchéité, moi je dis à l'entreprise, il y a 472,32, la tache jaune, c'est 476,32 mètres carrés. Ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose. Voilà, ce chiffre, tout le monde l'a. Il est transparent. Donc, j'insiste souvent sur cette trilogie. Maquette numérique, c'est transparence. La transparence de cette information qui est partagée, elle induit de la confiance. Et la transparence plus la confiance, eh bien, ça nous amène plus naturellement à la garantie de performance. Pourquoi? Si tout le monde peut avoir confiance en cette maquette, parce qu'elle reflète bien le bâtiment tel qu'il est constitué, alors tous les calculs que je vais faire à partir de cette maquette sont dignes de foi. Oui. Soit des calculs thermiques, soit des calculs estimatifs, que ce soit des calculs de, je ne sais pas, de changement de ceci, de cela, je vais me référer à cette base de données graphique qu'on juge juste s'il y a 10 cm d'écart par rapport à la réalité parce qu'on n'a pas trouvé les plans justes et qu'on n'a pas voulu investir 15 000 euros, ce qui est très cher pour faire un relevé détaillé de ceci, de cela par un géomètre. Voilà, on n'est pas à 10 cm près. Mais voilà, on a là, de façon partagée, le conseil syndical qui va succéder au précédent et qui sera déboulonné l'année suivante, eh ben, il va avoir comme base de référence sur Cléa, ou, voilà, par exemple, ces informations. Et je peux aller, si cette terrasse est échangée, je peux attacher à cet objet en jaune un PDF qui explique que la terrasse est échangée tel jour, telle année par telle entreprise, qu'elle est sous garantie décennale, donc jusqu'à telle date, que les fiches techniques sont là, que l'entretien c'est une fois par an, qu'il y a un contrat ou qu'il n'y a pas. Voilà, c'est toute une mine d'informations qui va produire de l'économie. Hein. C'était la question. Ça va produire de l'économie parce qu'on est dans le monde réel et il ne faut pas se laisser embarquer dans des coûts d'intervention sous prétexte qu'on n'est pas monté sur le toit, on dit on prend une marge de sécurité. Ben non, là on a de quoi tout de suite obtenir un devis de l'entreprise parce qu'on va lui passer la maquette, on peut envoyer la maquette à 2-3 entreprises. Voilà la situation, quel est votre prix et quelle est votre date d'intervention. Oui. Est-ce que Bertrand, là, vous aviez eu on parle de transparence et donc de meilleure prise de décision parce que les gens sont informés, on est transparent. Est-ce que vous aviez chez Qualitel des études là-dessus sur les besoins des particuliers je pose cette question sans c'est pas une question piège, hein, Bertrand. Non, on n'avait pas préparé. Est-ce que ça me donne envie aussi de rebondir sur une question d'un spectateur là de Magalito, je vois pas le nom qui s'affiche, mais qui dit que les plans et les règlements de copro sont aussi parfois chez le notaire. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que quand on veut vendre un appartement ou un immeuble, effectivement, bien souvent, on se retourne vers son syndic ou autre pour récupérer effectivement un règlement de copro qui parfois est sur son extranet mais parfois pas ou pas dans sa complétude et donc ça coûte aussi dans ces moments de vie du logement important. Donc on est obligé de payer parfois cher pour qu'un syndic nous retrouve des documents qu'on devrait avoir en notre possession. Donc oui, la logique économique aussi pour le particulier au quotidien ou pour une copro, elle existe quoi. Elle existe. Sur les études, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites au niveau des particuliers ou est-ce que tu as, Bertrand, des choses en tête là, sur ces sujets? Sur ces sujets sur les attentes de données finalement. Hein, Ouais, les attentes de données, en fait, elles sont. Il y a eu des études, il y a eu surtout une expérimentation que un certain nombre d'acteurs ont menée en 2017, pilotée par le plan de transition numérique dans le bâtiment, là à l'époque, laquelle Qualitel faisait partie, et ça montre que effectivement les particuliers sont en attente d'informations de qualité et surtout fiables sur leur logement. Hein, quand on voit les écarts qu'il peut y avoir entre différents DPE, quand on voit des plans qui parfois sont pas toujours à jour. Donc oui, il y a une attente d'accès à l'information exhaustive et surtout fiable.
Ouais. Voilà, donc il y a vraiment un sujet il y a une attente de fiabilité de l'information. Ouais. Il y avait une question de Laurence qui concernait peut-être plus François ou Florian qui disait est-ce que les diagnostics quand il y a de l'amiante et du plomb, peut-être il y a un intervenant qui va en reparler, mais est-ce que ils sont reportés sur les bâtiments dans la maquette BIM? Oui, enfin, effectivement, ça, c'est des informations qui, quand elles sont connues, sont parfaitement postables, adressables sur la maquette, géolocalisées, en disant Ouais, voilà, à tel endroit, on a fait tel prélèvement, on a trouvé ça. Et donc, ça, c'est indélébile après. Ça a l'avantage de rester. Parce que si la pièce est disjointe, alors ça ne veut pas dire que dans la maquette, on va mettre tout le diag, ouais, mais on va pouvoir repérer l'endroit où il y en a. Et donc, si notre maquette est bien structurée avec la norme IFC, eh bien, si on lance une requête amiante, on va avoir l'affichage de la maquette avec les zones où on a trouvé de l'amiante. ouais. Il y avait une question de Florence, peut-être qui était un peu technique, hein, qui disait quels étaient les freins anticonstitutionnels du carnet numérique. Ah oui, alors Est-ce que c'est sans rentrer compliqué? dans le détail, et puis je suis absolument pas juriste, mais il a été avancé notamment que en fait on faisait peser cette loi faisait peser sur le propriétaire une obligation qui était anticonstitutionnelle. Le fait de rendre ce carnet Ah oui, obligatoire pour le propriétaire est probablement payant, hein, puisque le décret ne le disait pas, mais les opérateurs doivent financer l'équilibre. Donc c'était ça qui était avancé comme anticonstitutionnel, oui, c'est obligé quelque part à le dépenser de caractère l'argent, obligatoire. quelque Tout part à fait. un impôt. Voilà. Euh, un nouvel impôt, voilà. Mais écoutez, moi je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Le temps file, mais c'était un sujet passionnant. On peut vous remercier, Bertrand Leclerc pour Qualitel, Merci. Florian Kerbach pour l'Agence parisienne du climat, François Pellegrin, architecte, pour le BIM. Merci aussi François d'avoir partagé encore une fois. On voit que la tablette, ça se partage aussi très bien.